Et salut les gens et bienvenue dans cette petite critique sur le film Spider-Man No Way Home. Sans doute le film le plus attendu de l'année, je pense, avec Dune. Euh, si vous avez- À moins que vous ayez été dans le coma là, ces derniers mois ou si vous avez vécu dans une grotte, sinon vous êtes forcément au courant que ce film existe, étant donné qu'on a eu droit à une nouvelle bande-annonce ou un nouvel extrait là, toutes les 5 minutes depuis un mois. J'ai même hésité en fait à la faire cette critique parce que là ce qui se passe, bon j'ai pas regardé sur internet mais je pense que tout le monde va parler de ce film parce que c'était encore une fois le film le plus attendu de cette fin d'année. Mais bon voilà, on va en parler avec comme d'habitude une partie sans spoil et une partie avec spoil et on commence tout de suite la partie sans spoil. L'araignée, l'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. Ok, partie sans spoil. Donc, ce qui se passe dans ce Spider-Man... Alors, malheureusement, hein, je vais devoir... de toute façon, Disney s'en bat les couilles maintenant. Donc, si vous n'avez pas vu les 40 films d'avant et les 50 séries, vous êtes morts. Donc, je vais devoir spoiler, pour parler de l'intrigue, spoiler du coup le Spider-Man d'avant, Spider-Man Far From Home. Puisque là, ce film, No Way Home, est la suite directe. Donc, désolé pour ce petit spoil du coup. Ce qui se passe, c'est que dans No Way Home, le début du film, on est juste après les événements de Far From Home. C'est-à-dire que l'identité de Spider-Man, donc Peter Parker, est révélée au grand public par une vidéo de Mysterio qui est publiée par J. Jonah Jameson. Donc Spidey est dans la mélasse complète, parce qu'évidemment tout le monde sait qui c'est maintenant. Il va aller voir Doctor Strange, donc, du coup, qui est joué par Benedict Cumberbatch, et va lui demander de faire un sort pour que tout le monde oublie son identité. Évidemment, ça part en live. Le sort va provoquer des fissures dans l'espace-temps, blablabla. Donc, ce qui fait que là, l'univers du MCU va se retrouver connecté avec dans le multivers, c'est-à-dire avec plein d'autres mondes parallèles. Et vous avez du coup des personnages issus d'autres mondes parallèles qui vont arriver dans le monde du MCU. Et donc du coup, ces personnages-là sont liés à Spider-Man. Voilà, donc ça c'était le résumé du début de l'histoire, c'était ce qui était indiqué dans les bandes annonces, même je pense que là mon résumé a moins spoilé le film que les dernières bandes annonces qui sont sorties. Du coup là ce film, Spider-Man No Way Home, franchement, et je pense que, encore une fois j'ai pas vu les autres critiques, mais je pense que tout le monde doit dire pareil, c'est que ce film il est trop bien, ce film est génial, j'ai passé un moment de dingue, je m'attendais pas à autant m'éclater devant ce film parce que moi ce qui se passe en fait c'est que ma relation avec le MCU, c'est que moi en fait j'ai divorcé avec le MCU depuis un petit moment maintenant. Euh, le dernier film du MCU que j'ai vu c'est Black Widow. Et j'ai pas vu Shang-Chi, j'ai pas vu The Eternals parce que c'est pas des films qui m'intéressent en fait personnellement. Endgame, pour moi, c'était l'apothéose, quoi. Tu pouvais pas faire mieux que ça. Et du coup, repartir sur une nouvelle phase, moi, j'ai pas du tout accroché. Même les séries, hein, les séries qui sont sympathiques, hein, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que ça m'a pas plus éclaté que ça. J'ai pas vu Hawkeye, notamment. Mais là, ce Spider-Man, en fait, je l'attendais parce qu'il y avait vraiment ce côté nostalgique autour. Mais c'est vrai que sinon, le reste du temps, moi, le MCU, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Alors qu'encore une fois, j'ai beaucoup aimé du coup, c'est les 3 premières phases, il me semble, du MCU. J'ai beaucoup aimé le premier Avengers, le premier Iron Man, j'ai beaucoup aimé les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, j'ai préféré Infinity Wars à Endgame, mais voilà. Là, ce Spider-Man, comme je disais, je voulais le voir à cause de la nostalgie, comme beaucoup de monde, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fan service dans ce film, hein. Tout le film, on sent, toute la com du film a été portée sur ça, sur la nostalgie, sur le fait qu'on va avoir des méchants des anciens films Spider-Man, que ce soit autant les Spider-Man de Sam Raimi que les films Amazing Spider-Man. Euh, et c'est là justement ce qui fait que ce film était cool, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu une overhype, c'était quand même risqué, hein, parce que une overhype, ça peut aussi te péter un film, quoi. Là, ça fonctionne parce que les méchants, donc il y en a quelques-uns, on les a vus dans la bande-annonce, je ne vais pas les citer, enfin je les dirai dans la partie spoil. Les méchants des autres univers Spider-Man sont très bien intégrés. C'est ça qui est génial, quoi. C'est que on a un vrai lien. Ils sont pas là uniquement pour faire joli. Moi, j'avais peur vraiment de ça quand je suis allé voir ce film. Moi, j'avais peur que ils soient juste là 2 minutes pour faire plaisir et fin de l'histoire. Non,
Les méchants sont intégrés à l'histoire. Euh, Ils ont beaucoup de scènes, ils ont des scènes entre eux, ils ont des scènes avec, du coup, avec Tom Holland. Euh, Il y a un très bon équilibre en fait dans ce film. Il y a un très bon équilibre entre c'est un film du MCU, hein, ce Spider-Man, c'est un film pour adolescents. Il y a des thèmes, on retrouve ce qu'on avait déjà dans les anciens, c'est-à-dire le thème de la recherche de l'identité sur ce pauvre Peter Parker qui est encore adolescent et qui essaye un petit peu de se faire sa place. C'est un thème, ça aussi, qu'on a dans l'univers Spider-Man, dans la bande dessinée, c'est-à-dire que Peter Parker, c'est un adolescent qui doit lier sa vie d'ado avec sa vie de super-héros. Et ben là, vous avez ça, mais en même temps, et ben vous avez les éléments des autres versions qui vont s'intégrer à ce film. Mais il y a un très bon équilibrage entre les deux, c'est hallucinant, quoi. Parce que c'est ça qui est fou en fait dans ce film. Moi, ce qui m'a marqué, j'avais peur de ça parce que c'est le fan service. Le fan service, ça peut te casser un film, hein. Il y a beaucoup, on a l'habitude, hein, maintenant d'avoir des licences qui jouent sur la nostalgie et qui se cassent la gueule. Ce film là, c'est un petit peu comme Ghostbusters. J'ai trouvé que le fan service passait assez bien, quoi. Vous voyez, par rapport, ce film m'a beaucoup fait penser à Space Jam, le dernier là. Je sais plus comment il s'appelle, la Legacy. Je sais plus comment il s'appelait le film. Nouvelle génération, enfin voilà. Ce Space Jam là, par exemple, jouait beaucoup là-dessus, sur la nostalgie de l'ancien, jouait sur l'univers Warner en général, mais ça marchait pas parce que c'était du fan service qu'on sentait qui était forcé, puis surtout le film n'avait pas d'histoire en lui-même à nous raconter qui était vraiment palpitante. Là, ce Spider-Man a une histoire, c'est même d'ailleurs, en fait, ils auraient pu faire un film sans les ajouts de la nostalgie, hein. Franchement, ils auraient pu faire un film tout seul, mais ces rajouts donne du cachet au film. Le fanservice fonctionne très bien et ben ouais, on s'éclate quoi. En fait, il y a un truc qui m'a fait vraiment aimer ce film, c'est que j'ai eu le sentiment, alors c'est sûrement lié au fait que ce film s'adresse aussi à la nouvelle génération, aux très jeunes, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, c'est que ce film est très didactique. C'est un truc, ça vous m'avez déjà entendu dire dans d'autres critiques, c'est qu'en fait j'ai eu le sentiment, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai eu le sentiment que ce film, il n'y avait pas besoin d'avoir vu les autres Spider-Man, à part les deux Spider-Man du MCU d'avant, mais il n'y avait pas besoin forcément d'avoir vu les films Amazing ou les films de Sam Raimi pour comprendre ce film, en fait. C'est que les références qui sont faites, elles passent nickel. On nous explique suffisamment, on nous donne assez d'informations pour comprendre les personnages qui sont issus de ces, euh, de ces anciens films. Mais on sent pas il nous manque des informations, c'est très bien fait, c'est assez cool. Évidemment, hein, ce film, ça fait aussi la pub aux anciens films Spider-Man, mais non, c'est très bien fait. Et ouais, de ce que je disais par rapport à mes critiques habituelles, où je regarde à chaque fois, je prends un petit peu la température pour voir ce que les autres gens disent de ce film. Là, je l'ai pas fait parce que bon, ils nous ont tellement, mais tellement bassinés avec sur internet que du coup, j'ai plus trop envie de suivre. Mais je pense que à peu près tout le monde va répéter ce que je dis là. Je pense que si vous avez vu d'autres critiques, celle-là, là, je vais répéter ce que beaucoup de gens ont dit parce que ce film est vraiment vachement bien, encore une fois. D'ailleurs, faire gaffe si vous n'avez pas vu le film parce que il n'y aura pas de cessez-le-feu sur ce film au niveau des spoilers. Je pense que là, sur internet, ça va bien bourriner. On a eu de la chance pour Dune d'avoir un cessez-le-feu de quelques mois avant que ça commence à spoiler. Là, ce Spider-Man, il n'y aura pas de trêve, quoi. Ça va commencer directement à balancer. Donc, c'est un film qu'il faut voir très vite s'il vous intéresse. Voilà, avant d'aller en partie spoil, je vais faire ma petite conclusion sur ce que je viens de dire là. Ce film est très bien. Ce film est très bien équilibré. En fait, il y a un très bon équilibrage entre l'humour, les parties tristes, les moments émouvants aussi, et l'action qui est très bien faite. Il n'y a pas de scène en trop, il y a tout qui est très bien dosé, ça passe nickel. Le fanservice n'est pas lourd. Je tiens un mot à le dire parce que c'est un truc qu'on n'a pas très souvent, ça, le fanservice bien fait. Là, on sent vraiment que les mecs ont eu une bonne liberté, qu'il y avait vraiment une bonne entente entre ce que voulaient les exécutifs, ce que voulaient les marketeurs, ce que voulaient les réalisateurs, John Watts. Donc c'est très bien fait. Il y a juste un truc, par contre, je lui parlerai un petit peu plus dans la partie spoil, mais là je peux le dire. Un truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est un truc éternel que je suis un petit peu lourd là-dessus, c'est la musique. Parce que ça m'a pas sorti, mais la musique, je l'ai trouvée assez basique. C'est Michael Giacchino qui a fait la musique. Je crois que c'est lui qui avait fait les anciens Spider-Man du MCU. Euh, la musique, elle est pas ouf en fait parce que il n'y a pas ce que j'attendais qui aurait été un brassage en fait, un petit mélange de vu qu'on est sur du fan service. Je m'attendais vraiment à ce qu'au niveau de la musique, il y ait un brassage entre les différents thèmes des autres films. C'était Danny Elfman qui avait fait les Spider-Man de Sam Raimi. C'était Alan Silvestri, il me semble, et James Horner qui avait fait les musiques de Amazing.
Là, on est, on va dire, non-stop sur les musiques du MCU, quoi. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils nous... Voilà, pour le fanservice, qu'ils nous fassent un petit peu apparaître à certains moments les thèmes des anciens Spider-Man. Je veux pas spoiler, mais on va dire qu'à 95% dans ce film, les musiques sont des musiques du MCU et pas des musiques d'autres franchises. Écoutez, je vais arrêter là. On va aller en partie spoil parce que là, sinon, là, je vais commencer à dire des bêtises. J'insiste beaucoup, hein, évidemment, si vous n'avez pas vu ce film et qui vous intéresse, de ne pas aller en partie spoiler. Euh, Parce que ce film a des bonnes surprises et ce serait dommage, franchement, que vous gâchiez ça. Parce que c'était trop bien. Voilà, direction la partie spoil. L'araignée, l'araignée, est un être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. Ok, partie sans spoil. Je le répète, si vous n'avez pas vu le film, barrez-vous, parce que là je vais spoiler le plus gros élément de ce film. C'est que dans ce film, il y a Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et ça, c'est génial. C'est de la bombe. Cette scène, parce que les deux apparaissent dans la même scène, la vache. Elle en impose, hein. Je pense que c'est le moment dans le film où tout le monde a le plus crié, parce que ça criait partout dans la salle, évidemment, quand Andrew Garfield et Tobey sont apparus. C'est trop bien. C'est trop cool. En plus, alors, moi je précise que je ne suis pas fan de Amazing Spider-Man, j'ai pas du tout aimé. J'aime beaucoup les films de Sam Raimi, même en fait, quand j'étais gamin, je n'aimais pas trop les super-héros, et c'est les films de Sam Raimi qui m'ont fait aimer les films de super-héros. Et même le troisième, je l'aime bien. Il est pourri, mais moi je l'aime bien. Et ben ouais, la scène, voilà, j'ai pas aimé Amazing Spider-Man, mais quand Andrew Garfield est apparu à l'écran, j'étais waouh! C'est incroyable ce qui se passe, quoi. C'est surtout qu'en plus ils font un truc qui est assez cool, c'est que plutôt que de nous les faire apparaître 2 minutes et juste de dire waouh, regardez, c'est Spider-Man trop cool, non, là les personnages sont vraiment imbriqués dans l'intrigue et surtout ils vont beaucoup jouer dans le scénario sur les personnalités des trois Spidey. C'est-à-dire que vous avez, bon c'est connu, hein, ça a été répété 50 000 fois que Tobey Maguire était un bon Peter Parker mais pas un Spider-Man de ouf. Andrew Garfield est un mauvais Peter Parker mais un bon Spider-Man. Et Tom Holland, c'est l'équilibrage parfait entre les deux. Là, il joue là-dessus, c'est-à-dire que Andrew Garfield dans ce film est sans doute le personnage des trois Spidey, celui qui est le plus sombre. Il est un petit peu beau gosse, il balance des vannes, mais c'est un petit peu le beau gosse, un petit peu ténébreux, quoi. Et Tobey Maguire, lui, il a ce côté vraiment très enfant sage qui développe sur ça, même si les acteurs ont vieilli. Il joue quand même là-dessus. C'est vachement bien. Et moi, ça m'a éclaté parce que quand je suis allé voir le film, dans ma tête, j'avais une petite voix dans ma tête qui me répétait fais gaffe, le fanservice, c'est mauvais. Ils vont faire apparaître les personnages que 5 minutes, ne sois pas déçu. Et non, les personnages apparaissent longtemps, ils sont vraiment imbriqués. Je pense qu'ils sont sur toute la deuxième moitié du film. C'est trop bien. Surtout qu'en plus, au début du film, j'avais peur parce que quand l'identité de Spider-Man est révélée, évidemment, il va se prendre un bad buzz, il va se faire harceler, il y a des gens qui veulent rentrer chez lui, ce genre de choses. Et donc, du coup, la famille de Spider-Man va vouloir prendre un avocat pour se défendre. L'avocat qu'ils prennent, c'est Matt Murdock, le Daredevil de Netflix. Et donc, du coup, vous avez l'acteur, c'est cool, mais le personnage apparaît 2 minutes. Bon, c'est sympathique, mais voilà, par contre, là, il apparaît juste pour faire coucou à la caméra et s'en aller. Et moi, je me suis dit, oh là là, s'ils nous font le coup pour Tobey Maguire, on est dans la merde, quoi. Non, les Spider-Man apparaissent longtemps et c'est trop bien. Avant d'enchaîner sur autre chose, je vais parler des deux scènes que j'ai adorées des trois Spider-Man, parce qu'évidemment dans la deuxième partie du film, alors que la première partie c'est vraiment les méchants qui sont mis en avant, la deuxième partie ce sont les Spider-Man qui sont mis en avant, donc c'est pareil, un très bon équilibrage. Et il y a deux scènes que j'ai beaucoup aimées, parce qu'évidemment ils ont beaucoup d'interactions. La première, c'est la première fois où les trois vont se rencontrer réellement. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Spidey, donc Tom Holland, il est au bout de sa vie, quoi. Il s'est fait rétamer par les bad guys. Il y a eu quelqu'un de sa famille qui est mort, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc du coup, il est vraiment moral au bas des chaussettes. Et donc du coup, les autres Spider-Man qui sont plus adultes vont arriver et eux aussi vont énumérer les gens qu'ils ont perdus dans leur univers. Tobey Maguire va parler donc le Ben et Andrew Garfield va parler de Gwen Stacy qu'il a perdu dans Amazing Spider-Man 2. Donc on a une petite séquence émotion qui est assez cool, quoi. Vraiment, ça fait monter l'affect. On sent vraiment que ces Spider-Man ont vécu des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a deux Spider-Man adultes, ce qui n'a jamais réellement été fait en film, c'est-à-dire un Spider-Man adulte, pas adolescent. Il y en a deux
qui vont réconforter le Spider-Man adolescent qui est Tom Holland, c'est assez cool. Et l'autre scène que j'ai adorée, c'est la scène où MJ tombe. Ça, c'était montré dans la bande-annonce. En fait, pendant la baston finale, il y a un moment donné où parce qu'ils sont sur la Statue de la Liberté, et MJ va y avoir une explosion, et MJ va tomber. Donc du coup, on a un plan, comme on a à chaque fois dans les films Spider-Man, où vous avez MJ qui tombe, qui est filmé d'en haut, et du coup, Spider-Man Tom Holland qui essaie de la rattraper. En fait, ce qui se passe, c'est que Tom Holland n'arrive pas à la rattraper parce qu'il se fait embarquer par un méchant, je crois. Et du coup, elle va tomber, tu te dis, mon Dieu, elle va mourir. Et là, vous avez Andrew Garfield qui déboule, qui la récupère. Et ce qui est, c'est génial, quoi, parce que du coup, une fois qu'il l'a récupéré en bas, il a une petite larme, il est très ému parce que, ouais, c'est ce qu'il a vécu. Parce que c'est comme ça que Gwen Stacy mourait dans Amazing Spider-Man 2. Ça, j'ai trouvé ça trop bien, ce petit, voilà, ça c'est du bon fanservice, quoi. Cette petite scène, ça y est, Andrew Garfield a eu le droit de sauver c'est pas la femme qu'il aime lui, mais la femme qu'un autre Spider-Man aime, c'était trop bien. Ok, parlons des méchants maintenant. Comme je disais, c'est-à-dire que dans ce film, vous avez la première partie qui est orientée méchant, la deuxième partie qui est orientée Spider-Man. Dans la première partie, en fait, quand Doctor Strange fait son sort, que ça part en live, qu'il y a la fissure dans l'espace-temps et que les méchants commencent à apparaître, c'est un petit peu Ghostbusters, c'est-à-dire qu'en fait Doctor Strange va dire à Spidey qu'il faut récupérer tous les gens issus d'autres univers pour qu'ils puissent les renvoyer chez eux, mais pour ça il faut tous les récupérer. Donc du coup Spidey va partir à la chasse aux méchants. Vous en avez 5 du coup dans le film, ils ont été montrés dans la bande-annonce, c'est Electro, Octopus, Bouffon Vert, Lézard et l'Homme Sable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir beaucoup d'interactions entre les méchants, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'en fait, les bad guys vont entre eux aussi pareil communiquer parce que il y en a qui se connaissent pas forcément, mais par contre, vous avez genre typiquement, vous avez Octopus quand il voit arriver Willem Dafoe, il va dire non mais mec t'es mort. et pareil, l'Homme Sable, il va dire mais toi aussi Octopus t'es mort. Et pareil, il va y avoir la connexion aussi où ils vont discuter avec le Lézard et Electro qui sont issus de Amazing. Donc voilà, vous avez les 5 méchants qui vont discuter entre eux. Et pareil, c'est trop bien parce que du coup, il y a un petit peu d'humour, il y a le fait que les méchants essaient de comprendre ce qui se passe eux aussi. Il y a des petits easter eggs. Moi, il y a une réplique, bon, évidemment, ils font beaucoup de répliques qui sont issues des anciens films. Moi, il y en a une qui m'a fait triper, c'est qu'à un moment donné, vous avez le Bouffon Vert qui va balancer la fameuse réplique I'm something of a scientist myself. Ça, c'était cool. D'ailleurs, tant que je parle en anglais, c'est que moi j'ai vu le film en VF et pareil, j'ai beaucoup aimé parce que ils ont récupéré pour la plupart, ils ont récupéré les doubleurs de l'époque. Après, je sais pas trop pour les autres, mais en tout cas, genre par exemple, Octopus et Bouffon Vert, c'est les voix des films des Spider-Man 1 et 2. Ça, c'est cool aussi, pareil, quoi. C'est bien qu'ils aient récupéré vraiment les anciennes VF. C'est pareil pour Tobey Maguire, donc du coup, qui est doublé par Damien Whittaker. Moi j'étais heureux quoi. Le premier moment où Tobey Maguire a ouvert la bouche et que c'était Damien Whittaker qui faisait la voix, j'étais là, oh oui. Donc voilà. Mais il y a des moments tristes aussi dans ce film. Enfin, il y a un moment triste en fait qui fait un petit peu le milieu du film. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que Tom Holland veut aider en fait les méchants, il les prend un petit peu en pitié parce qu'il comprend que tous ces mecs là qui arrivent sont devenus méchants par accident, ce qui est vrai parce que c'est quand on regarde les méchants de Spider-Man en général, ils ne sont pas méchants à la base et du coup il les prend un petit peu en pitié et il veut les aider. Le problème c'est que vous avez certains méchants qui acceptent et d'autres qui ne veulent pas et donc du coup ce qui se passe c'est que j'adore parce que c'est peut-être un petit peu un problème dans le scénar, c'est que genre en fait il va les libérer tous les 5 et il va essayer de les gérer, mais genre tu pouvais pas les libérer un par un, t'es obligé de les sortir tout de suite à 5. Donc du coup évidemment Spider-Man se fait poutrer et dans la baston Tante May va mourir. Alors tu sens qu'elle va mourir parce que juste avant, 2 minutes avant, elle dit la phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc là tu te dis oula, il y a cette phrase, ça va chier. Et ouais, du coup, elle meurt. La séquence, elle est très belle, elle est très bien faite. C'est pareil, c'est quand je parlais de l'humour qu'il était bien dosé, c'est que dans ce film, on n'a pas ce truc qu'on a un peu trop souvent, je trouve, dans les films Marvel, qui est que quand il y a un moment sérieux, il y a besoin de faire une blague après parce que il faut pas qu'il y ait de moment sérieux, quoi. Faut tout le temps en rigoler dans les films Marvel, c'est un peu ce qui m'énerve. Là, non, là, voilà, elle laisse bien le moment émotion bien comme il faut. Puis après, pendant 10 minutes, ça dure, où c'est vraiment triste au possible.
Et c'est cool, voilà, enfin, alors déjà de base, vous avez enfin un personnage, enfin un personnage qui meurt pour de vrai, parce que putain, dans Marvel par contre, c'est rare quand même hein, que les mecs qui clament, s'ils clament pour de vrai, hein, si, genre, parce que regardez, même dans, même ceux qui meurent dans Endgame, vous en avez certains qui sont revenus après dans les séries, quoi, donc là au moins voilà, là, Tante May est morte, j'espère vraiment qu'ils vont la faire rester dead, parce que ben, la séquence était belle et que j'ai beaucoup aimé. Bah du coup, je peux en profiter pour reparler de ce qui m'a déçu. Je parlais dans la partie sans spoil de la musique. Là, du coup, je peux aller un peu plus dans le détail. C'est que, en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait ce qui mélange les trois thèmes de Spider-Man, notamment sur les phases où on a Tobey Maguire et Andrew Garfield. Je pensais vraiment qu'on aurait à ce moment-là les musiques emblématiques des anciens films qui apparaîtraient. Ce n'est pas le cas. Tobey Maguire, il y a juste une scène, justement la scène où il aide l'homme sable. Il y a une scène où il y a sa musique, mais genre ça dure 10 secondes. Et Amazing, enfin Andrew Garfield, j'ai pas spoté de moment, enfin après je me rappelle plus trop de la musique, mais j'ai pas remarqué de moment où il y avait son thème à lui qui apparaissait, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que la musique, surtout en plus que c'est Michael Giacchino quand même, c'est un super compositeur, et c'est un petit peu dommage, ils auraient pu aller un petit peu plus loin quoi. Mais encore une fois, c'est je pinaille, hein, mais parce que ça m'a pas sorti du film, mais c'est dommage à chaque fois. Moi, je sais que je suis un petit peu lourd avec la musique en général, mais voilà, je trouvais un petit peu déçu par ça. En fait, pour parler de déception, ce qui se passe dans ce film, en fait, c'est qu'on a tellement eu une overhype sur ce film, ce qui était risqué encore une fois. On a eu 50 milliards de bandes annonces, on a eu des rumeurs, des photos de tournage qui fuitaient, ça allait dans tous les sens. Et ce film aurait pu se casser la gueule, hein, vraiment, s'il avait été mal fait. Mais ce qui se passe, c'est que le problème avec l'overhype, souvent, vous savez, c'est que vous, quand vous voyez ça, vous commencez à imaginer un scénario qui, c'est pas ça. Et du coup, vous êtes un petit peu déçu parce que c'est ce que vous attendiez. Moi, j'ai eu un petit peu ça à un moment donné, parce que ça m'est arrivé à quelques moments dans le film, mais à chaque fois, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait non, tais-toi, profite du film, parce que c'est cool ce qui se passe. Oublie ce que tu espérais. Moi, ce qui se passe en fait dans ce film, si vraiment je devais pinailler et dire que j'étais déçu d'un truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'on allait avoir droit enfin à un vrai film Sinister Six. Je fantasme depuis toujours sur ça, d'avoir un film sur du coup les Sinister Six, hein, c'est le groupe emblématique des méchants de Spider-Man qui s'allient entre eux, donc les mecs sont 6. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce groupe, parce que moi j'aime beaucoup cette équipe. Euh, Dans ce film, vous avez 5 méchants. En fait, en réalité, vous en avez 4 parce que, comme je disais, Spidey veut que les méchants deviennent gentils. Et en fait, le premier qui devient gentil, c'est Octopus. Parce que Octopus, il a ça, comme dans le film Spider-Man 2, c'est qu'en fait, c'est sa puce qui est cassée. Donc, du coup, les tentacules le manipulent. Là, en fait, en 3 secondes, il répare la puce, il la met et Octopus devient gentil. Donc, en fait, en réalité, vous avez 4 méchants dans ce film. Alors, 4 méchants, c'est déjà énorme, hein, je précise, hein. Mais c'est vrai que il y a plein de moments où je me disais, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Est-ce que moi, j'attendais vraiment, parce que des méchants de Spider-Man, il y en a d'autres, hein. Vous avez Rhino, vous avez Venom. Même moi, ça m'a fait rire, parce à un moment donné, je m'étais dit, mais pendant qu'il y a ce film, vous avez Vautour et Scorpion qui sont en tôle. Je m'étais dit, putain, ils peuvent pas apparaître, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, hein, s'ils apparaissent pas encore une fois, mais c'est vrai que. Ah là là, j'étais un petit peu déçu par ça à certains moments. Je m'étais dit, oh, dommage, le film Sinister Six, le fameux qu'on attendait, quoi. C'est dommage, quoi. Mais à chaque fois, je me disais, c'est dommage, ça durait 2 secondes parce que derrière, t'avais une scène qui me remettait dans le film direct. Parce que ce film est très bien fait, encore une fois. Euh, voilà. Donc, là, c'était le moment où je pinaille, mais encore une fois, je me suis éclaté. Parce que, ouais, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai un petit peu, moi, largué le MCU. C'est que je trouve que maintenant, et je terminerai là-dessus, hein, je terminerai la partie spoil sur ça, c'est qu'en fait, le MCU, maintenant, je suis moins fan, parce que je trouve qu'il y a trop de connexions entre les films. Évidemment, les films sont connectés entre eux, c'est même c'est le thème, c'est une des fonctions principales de cet univers, hein, c'est que tout est connecté. Mais je trouve que par rapport au début, maintenant il y a vraiment trop de connexions, il y a trop, t'es vraiment obligé d'avoir vu 40 films avant, d'avoir fait tes devoirs, d'avoir vu toutes les séries. En plus, oui, parce que maintenant en plus maintenant il y a les séries aussi qu'il faut voir, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage c'est évidemment c'est du truc de marketing parce que ça te force à avoir vu tous les films avant. Mais en même temps, c'est un petit peu relou parce que moi, ce qui se passe, c'est que si je veux voir un film Spider-Man, je veux voir Spider-Man, je m'en fous du reste. Par exemple, Far From Home, je n'avais pas aimé la deuxième scène after credit parce qu'on voyait les extraterrestres là de Captain Marvel. Et moi, ça m'a saoulé parce que je me disais, mais moi, je m'en bats les couilles moi, je veux voir les méchants de Spider-Man. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est que du coup, on a Doctor Strange dans ce film. Il est vachement bien. Cumberbatch, il est à la classe.
Il y a une scène de fight avec Spider-Man où c'est pareil, ils nous refont cette espèce de zone miroir là où ça va, où il y a un petit côté Inception. Là, la scène de fight, elle est trop bien faite. Mais du coup, la scène after credit, c'est son thème et c'est là justement le truc que j'aime pas, c'est que la scène after credit, en fait, c'est juste une bande-annonce pour le prochain Doctor Strange, qui est un film qui a l'air cool, hein, que j'irai voir volontiers. Et vous voyez, c'est peut-être que maintenant, je trouve qu'on va peut-être un petit peu trop loin sur les connexions parce que ben c'est une bande-annonce qu'ils ont passée. La bande-annonce, elle est bien faite, hein, j'ai rien contre, moi je suis content, Doctor Strange, j'irai le voir volontiers. Mais c'est même plus une scène maintenant qu'on a, quoi. C'est juste la bande-annonce du film. Et ouais, voilà, moi c'est ce qui fait que tout le monde dans la salle était à donf à dire waouh, ça a l'air trop bien, tout, on va regarder Doctor Strange. Et vous voyez, c'est ça. Moi qui me saoule un peu, encore une fois, je pinaille, hein. Moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que maintenant on est trop avec les films du MCU à vouloir avoir un after. On peut plus se concentrer vraiment sur le film qu'on a eu. Vous voyez, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé pour Endgame par exemple. Ou Endgame, à la fin du film, moi je me rappelle très bien, une fois que le film est sorti, ce que tout le monde a dit, ça a été bon, bah maintenant, allez, le méchant c'est Galactus. C'est-à-dire, non, on peut se poser 5 minutes et profiter de ce qu'on vient de vivre, quoi. C'est parce que Endgame c'était une expérience hallucinante. Et là, ce Spider-Man, c'est un petit peu pareil aussi. C'est-à-dire que plutôt que de dire waouh, ce qu'on a vécu c'est incroyable, eh ben, il y a tout le monde qui se jette dessus en disant waouh, trop bien, Doctor Strange 2 qui va sortir. On peut profiter de ce qu'on vient de vivre. On a eu quand même la chance d'avoir 3 Spider-Man en un seul film. C'est déjà bien, non? Donc ouais, voilà. C'est ce qui fait que je suis moins fan des futurs films du MCU. Mais encore une fois, Doctor Strange, j'irai le voir. Voilà, bon, je vais arrêter de pinailler parce que en fait ça ne sert à rien parce qu'encore une fois ce film est génial. On peut critiquer pour certaines choses, mais ça n'empêche que ce film était fantastique à voir. Ce film, je le reverrai. J'hésite même en fait à aller le revoir au cinéma, tellement j'ai adoré. John Watts, qui est donc le réalisateur du film, je connais pas trop ce réal, c'est lui qui avait fait les anciens films Spider-Man du MCU. J'ai vu que c'était lui qui était pressenti pour pour réaliser le prochain film Fantastic Four, qu'on ne sait pas encore s'il va sortir. Parce que là, bon, maintenant, évidemment, le MCU, le gros enjeu, là, ça va être d'inclure dans le MCU les X-Men et les 4 Fantastiques. Savoir que John Watts pourrait réaliser un film 4 Fantastiques, personnellement, ça me botte bien, parce qu'on a vu que ce mec a réussi à reprendre vraiment toute la culture, tout l'univers Spider-Man, de faire un excellent film de faire 3 excellents films, parce que là, cette trilogie, elle était parfaite. Bon, il y avait des soucis, hein, évidemment, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle était vraiment très très bien faite. Ce film-là, Spider-Man No Way Home, et moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que arrive parfaitement au niveau de l'équilibrage à mélanger un film du MCU, un film pour adolescents, qui est du coup ce Spider-Man de Tom Holland, mais aussi d'intégrer des éléments, de jouer sur la nostalgie, des versions de Sam Raimi, des versions d'Amazing, en incluant les méchants, en faisant beaucoup de références, en jouant sur l'humour. C'était très bien fait. Ce film est à la fois drôle, mais est à la fois émouvant. Il y a eu quelques moments où j'ai pas versé une larme, mais ça m'a pris un petit peu au trip, quoi. J'étais très content de voir ce film. Et pour terminer, je vais rendre hommage à un film qui doit sortir la semaine prochaine, que je n'irai pas voir parce que ça ne me tente pas du tout. Mais vous avez un film Matrix qui doit sortir la semaine prochaine. Bonne chance Warner, j'ai envie de dire. Franchement, c'est la raison, heureusement, fort heureusement, Batman n'est pas sorti. Enfin, ils ont décalé Batman et ils ont eu raison, parce que ça aurait été dommage que Batman se prenne un vent à cause de ce Spider-Man qui là visiblement va être le succès de l'année. Matrix, good luck, parce que bon, vous avez Kingsman là, qui va sortir dans 2 semaines, qui est un film que j'attends beaucoup. Kingsman, lui, voilà, le fait que ça sorte dans un petit peu plus de temps, au moins la hype sera un petit peu passée. Mais là, par contre, la Matrice, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être le carnage, quoi. Donc, écoutez, moi je vous dis, j'arrête là, et en tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël, et je vous dis à bientôt pour une future chronique sur la chaîne Héroïque Cinéphilie. Salut!